Professeur François Oliven, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. gynécologue, obstétricien, spécialiste de la reproduction. Alors que les états généraux de la bioéthique viennent de se terminer, vous publiez ce livre en forme de plaidoyer pour la PMA chez Jean-Claude Lattès. Pourquoi, docteur professeur François Oliven, vous considérez que toutes les femmes ont un droit à l'enfant ? Non, je m'insurge contre cette idée que ces femmes réclameraient un droit à l'enfant. Je n'ai jamais entendu ça dans mon bureau. En fait, ces femmes ont un désir d'enfant, comme toute femme. Elles ont simplement une situation particulière, soit parce qu'elles n'ont pas de mari ou de conjoint, soit parce qu'elles sont homosexuelles. Et ce désir, évidemment, est plus compliqué à assouvir, mais il n'y a pas de droit à l'enfant et il y a juste un désir de maternité. Que répondez-vous à ceux qui vous disent que c'est contre nature d'avoir un enfant sans père ? Mais je ne suis pas un adepte de la nature. Je crois que ce qui est important, ce n'est pas d'opposer des arguments théoriques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'un enfant sans père est malheureux ? Moi-même, en tant que père, il y a 10 ans, je me disais, je pense qu'il faut un père. Mais la réalité des études qui ont été faites sur des enfants, parce qu'on n'arrête pas de dire, il n'y a pas d'études, mais il y a beaucoup d'études, et c'est, je dirais, dans le livre, je présente ces études. Sur les enfants nés... Sur les enfants. Nés d'un... Alors, je parle bien d'enfants qui sont soit nés dans des couples homosexuels dès le début, parce qu'on a beaucoup étudié de femmes qui avaient changé de bord, enfin d'intérêt sexuel. Mais chez les couples homosexuels, il y a beaucoup d'études. Chez les femmes seules, c'est plus discuté et j'explique les difficultés. Mais les enfants n'ont pas besoin, parce qu'on dit souvent vers l'âge de 18-19 ans, ils sont en quête de retrouver leur père biologique. Il y a eu des films même là-dessus. Alors, c'est pas une souffrance interne ? C'est vrai qu'on a des études jusqu'à 18-19 ans. C'est vrai que cet aspect-là de recherche des origines est potentiellement un problème. Mais en tout cas, les quelques études qu'on a sur ce sujet montrent en tout cas qu'ils recherchent leurs origines par curiosité, mais ce n'est pas des enfants malheureux, ce n'est pas des enfants qui sont plus souvent homosexuels. Tout le portrait dramatique qui est brossé par les opposants est faux. Alors, on peut faire ce qu'on veut, mais notre société a changé, elle a changé dans bien des domaines. Si on voulait, on pourrait s'opposer au divorce, à plein de choses, mais l'intérêt, c'est de savoir si ces enfants sont malheureux ou pas. Et est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable ? J'ajoute que le Comité national d'éthique, qui est composé de près de 40 personnes, plus les auditions d'experts en 2011 et en 2018, a conclu qu'il n'y avait rien qui s'opposait à cette ouverture de la PMA et qu'une quinzaine de pays européens ont décidé la même chose. Mais justement, comment expliquez-vous que à l'intérieur de l'Europe, qui sont quand même des gens qui pensent un peu la même chose, on ait des situations aussi différentes ? Enfin, j'ai même vu qu'en Espagne, maintenant, il y avait une clinique de PMA qui proposait des formules satisfait ou remboursé. Alors que chez nous, ça reste, il y a une opposition farouche. Oui. Pourquoi est-ce qu'on pense différemment en passant une frontière ? Mais je pense que nous avions une Assemblée nationale qui était celle qui décidait de la loi. Et comme je le disais il y a quelques minutes, en 2011, le comité consultatif d'éthique était plutôt favorable à cette ouverture. L'Assemblée l'a refusé. Parce que c'était les mâles blancs, etc. Les hommes de 60, 65 ans, essentiellement des hommes, c'est mon sentiment. Peut-être aussi parce qu'il y a un battage médiatique très fort qui est fait par les antis et que les pros sont plutôt discrets. Et vous le savez, récemment, 3 sondages ont montré que les Français sont majoritairement d'accord avec cette ouverture. 60% des Français sont favorables à la PMA pour les couples de femmes. Vous disiez les Antilles. Pourtant, Emmanuel Macron a dit le contraire, a dit qu'on avait méprisé les Antilles. On a tendance à les traiter de réac. Est-ce que vous leur déniez le droit, aux gens de la famille pour tous, pour faire simple, de penser différemment de vous ? C'est le contraire. Je cite cette phrase du directeur de théâtre du Rond-Point, qui est partout dans son théâtre. Je ne vous empêche pas de croire, ne m'empêchez pas de penser. Je pense que l'Église, les catholiques, ils croient. Ils ont des idées qui sont, pas tous, mais souvent basées sur l'idée, comme vous l'avez dit, de la nature. La religion catholique est très impliquée actuellement dans le combat contre l'ouverture de la PMA. Ils ont fait un site, etc. Ils ont des pensées conformes à leur religion. Je n'ai rien contre ça, mais on est dans un État laïque. Et moi, je voudrais qu'on discute de vrais arguments, pas de « on devrait faire ci, la famille c'est ça, historiquement c'est ça ». La vraie question, c'est de savoir si ces enfants vont être bien portants et qu'est-ce que ces couples enlèvent aux autres. Et
à l'argument qui est souvent avancé de dire ça va bouleverser notre société, je réponds aussi, c'est complètement bidon cet argument. On estime peut-être 10 000, 20 000 enfants qui naîtraient chaque année. Il y a 800 000 naissances par an en France. Donc l'ouverture à la PMA ne va rien changer à notre société. Il y a déjà dans nos écoles des enfants qui sont dans des familles homosexuelles. Ces homosexuels sont allés à l'étranger, c'est injuste et c'est parfois mal fait. Donc je pense qu'il faut se mettre au diapason et modifier notre loi. Et donc vous lancez ce cri du cœur à l'adresse des opposants à la PMA, foutez-leur la paix. Vous trouvez qu'on a une fâcheuse tendance à vouloir juger le mode de vie des autres? Non, je trouve que il y a 3 métiers en France. On est sélectionneur de l'équipe de France. Oui. Je me souviens plus. Du deuxième et le troisième, c'est jugé éducateur. Voilà. Oui, je trouve, si vous voulez, que il y a une implication vers des gens qui ne demandent qu'à accéder à quelque chose de tout à fait naturel, qui est d'avoir un enfant. Parce que finalement, ces femmes, elles peuvent avoir un enfant en se débrouillant elles-mêmes. Elles le font depuis la nuit des temps. Mais elles ne vont rien enlever à personne. Elles ne vont en rien impacter des gens qui sont dans une espèce de, je trouve, de démarche, d'une intolérance incroyable. Bon, alors, admettons que vous m'ayez convaincu, professeur. Oui, à la PMA, ça veut dire que les couples de femmes homosexuelles auront le droit d'avoir des enfants. Alors, on se poursuit, au nom de l'égalité, à quand? Pourquoi est-ce que les hommes, qui eux aussi ont un désir d'enfant, n'auraient pas le droit à avoir un enfant? Alors ça ouvre la porte à la GPA, à la mère porteuse. Alors 2 choses. 1, est-ce que c'est vrai, ce lien de cause à effet? Et 2, êtes-vous pour ou contre la GPA? Alors justement, je vais commencer par la deuxième question. Je suis un des rares médecins à être pour une certaine forme de GPA qu'on a appelée la GPA éthique, où des femmes se rendent service, où il n'y a pas, évidemment, je suis contre la GPA en Inde avec les espèces de poulaillers à mère porteuse, je trouve ça atroce, mais je pense que des femmes peuvent s'entraider, j'en ai déjà rencontré, et qu'une GPA où il n'y aurait pas de sommes délirantes proposées ne me paraît pas inacceptable. Ceci dit, pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Moi, je trouve qu'il faut faire les choses dans l'ordre. D'abord, la PMA, c'est le sujet du jour, et PMA n'est pas égal à GPA. Pourquoi? Ça, c'est aussi un argument, un épouvantail. Parce qu'il y a quand même une différence fondamentale entre les hommes et les femmes. Les femmes ont un utérus qui leur permet d'être enceintes naturellement. Donc cette femme, ce qu'on va faire, c'est simplement médicaliser le fait qu'elle puisse être enceinte. Alors que si des hommes veulent des enfants, il faudrait le recours à cette tierce donneuse. Donc je trouve que cette égalité n'a pas de sens. Si demain les hommes veulent allaiter leurs enfants, ils ne vont pas pouvoir, au nom de l'égalité, allaiter les enfants puisqu'ils ne peuvent pas. Donc je ne crois pas du tout que PMA égale GPA. On sait très bien qu'en France, aujourd'hui, il y a une forte opposition à la GPA et on verra le débat de la GPA en son temps. Mais cet automatisme me paraît juste un argument de combat. La loi doit ou va évoluer. Vous l'avez dit, 60% des Français sont pour la PMA. Quel pourrait être le calendrier d'une légalisation de la PMA en France? Je pense que les gens qui sont pour l'évolution de la loi doivent se mobiliser. J'en fais partie, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup les anti-PMA qui sont trustés tous les débats bioéthiques. On voit les sites Internet, il y a des fiches téléchargeables, il y a une grande soirée, une veillée qui va être organisée à Notre-Dame. Donc, il y a une action des gens qui sont contre, je respecte tout à fait, et je crois que c'est les gens qui sont pour doivent le dire. Et voilà, je me manifeste parce que je ne voudrais pas qu'il y ait une nouvelle reculade. Merci beaucoup, professeur François Oliven. Donc pour la PMA, c'est chez Jean-Claude Lattès. Merci. Merci à vous. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Donald Trump rattrapé par plusieurs affaires. Tout d'abord, sa relation avec l'actrice de film X, Stormy Daniels, mais aussi l'affaire de collusion avec la Russie. La justice américaine pourrait-elle faire tomber Donald Trump avec ces 2 affaires? C'est dans l'air est intitulé ce soir Trump, sexe, mensonge et trahison.